Je veux faire un film. Pour faire un film, faut de l'argent. Et du coup, l'art, ça sert à quoi? Une première réponse qui vient à l'esprit serait de dire que l'art, ça ne sert à rien et c'est tant mieux. L'art n'a pas d'autre but que celui d'exister et de faire plaisir ou de faire joli. Comme la raison d'être de l'art est purement esthétique et directement liée aux perceptions, l'art est fondamentalement inutile, contrairement à l'artisanat qui est fondamentalement usuel. Cette analyse est pertinente à condition qu'on ne considère l'œuvre d'art que comme un rapport entre un spectateur et une œuvre, auquel cas ce ne serait qu'une question de goût. Mais si on considère le rapport de l'œuvre d'art à l'ensemble de la société, d'autres choses apparaissent. Lors de notre dernier cours, nous avons parlé de comment l'industrie a changé notre réception de l'art, selon les théories de Walter Benjamin. Certains arts industriels ont alors pris la forme de ce que Benjamin appelle un art de masse, qui ne se comprend donc que par son rapport non pas à l'individu mais au peuple. Aujourd'hui, nous allons interroger le rôle politique de l'art avec cette question: qu'est-ce qu'un art de masse et qu'est-ce que ça change à la société? Le cinéma est un art et une industrie qui ont déchaîné beaucoup de passions dès le début de son existence. Et si aujourd'hui à peu près tout le monde s'accorde à le considérer comme un art, à ses débuts il n'était considéré que comme un simple objet de divertissement. Quand nous, à la Nouvelle Vague, et Truffaut d'abord, le premier, a défendu la notion d'auteur, c'était simplement pour dire il n'est pas juste que Hitchcock, il n'est pas juste que Howard Hawks, il n'est pas juste au milieu du XXe siècle que Serge Eisenstein soit moins considéré que André Gide ou Fedor Dostoïevski. Il n'est pas juste, il est plus important, Eisenstein est plus important que la Mosfilm, et Howard Hawks est plus important que la Paramount. Ce qui nous force d'ailleurs à faire tout de suite une distinction entre le divertissement et l'œuvre d'art. Même si le divertissement concerne aussi le sensible, son premier but est de faire passer le temps. Le divertissement n'apporte rien au spectateur, tandis que l'œuvre d'art, on aurait plutôt tendance à considérer que, même si elle ne sert à rien, elle apporte tout de même quelque chose. Reste à savoir ce que c'est que ce quelque chose. Une révélation? Une élévation spirituelle? Un élan de civilisation et de délicatesse? De la propagande? Eh oui, cinéma et propagande ont tout de suite été historiquement liés. Au début du XXe siècle, les formations politiques impérialistes et fascistes ont très vite compris la puissance que pouvait exercer le spectacle audiovisuel sur les spectateurs, et la puissance de diffusion de leur idéologie que leur offraient les salles de cinéma. La propagande est un processus rhétorique qui consiste à annihiler la possibilité d'un dialogue en provoquant l'interlocuteur et en répétant des propositions absurdes. À ce titre, il n'y a pas de grande différence à faire entre une affiche de propagande pour une proposition politique et une affiche de publicité pour un produit ou une marque. L'art de masse existe en même temps qu'une société de consommation de masse, une société masse médiatique. On sait que c'est dur parce que personne ne voit les roues comme de la haute technologie. Et pourtant, c'est la toute première. Oui. La technologie, ça attire toujours, bien sûr. Mais en de rares occasions, on peut toucher les gens à un autre niveau, plus profond. Quand ils ont un lien sentimental avec votre produit. Je me souviens de mon premier boulot. J'étais l'assistant du concepteur-rédacteur chez un fourreur. Un vieux briscard, un grec qui s'appelait Teddy. Et Teddy m'a appris que le mot le plus important en publicité, c'était « nouveau ». Cette idée-là démange les gens. Et vous n'avez plus qu'à leur donner votre produit, comme une sorte de baume calmant. Teddy m'a aussi parlé de cet autre lien plus profond avec le produit. La nostalgie. C'est subtil, mais très puissant. L'industrie a changé notre rapport à l'art, mais également notre rapport aux politiques. Bien sûr, il y a toujours eu de la propagande et de la manipulation en politique, et il y a même toujours eu des œuvres artistiques qui étaient politiques. Mais ce qui change avec l'art de masse, c'est qu'on assiste à l'esthétisation du politique. En d'autres termes, il ne s'agit plus ici de dire que l'art se met au service d'une idée en politique, par exemple, ou que la politique se sert de l'art pour défendre un programme. C'est la substance même du discours politique et de la façon de faire de la politique qui va changer. Selon Benjamin,
L'esthétisation du politique, c'est ce qui amène le fascisme. La démonstration historique la plus criante semble être la première retransmission en direct des Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et la réalisation du film de Leni Riefenstahl, Les Dieux du Stade. Hitler a injecté une puissance considérable dans les moyens techniques afin de magnifier à l'image, selon lui, le triomphe de l'idéologie nazie et de la soi-disant race aryenne. Les millions de spectateurs devant leur écran peuvent assister à un tel déferlement d'images où la caméra suit au plus près le mouvement des corps, les muscles saillants des athlètes, dans de grands travelling et de vastes plongées qui immiscent totalement au cœur de l'action. Cette méthode cinématographique se retrouve encore largement aujourd'hui dans les retransmissions sportives bien sûr, mais également dans le cinéma de super-héros. D'ailleurs, l'ambition d'Hitler a toujours été de pouvoir concurrencer Hollywood. Le cinéma comme art de masse a une influence directe sur le peuple, qui le consomme donc massivement et de la même manière consomme les idéologies véhiculées par les films. Ce qui est montré à l'écran entraîne une réaction de la part du spectateur qui n'est jamais totalement passif. Les images en mouvement ont le pouvoir de produire des types de comportements, d'habitudes, de jugements et d'idées. D'ailleurs, du côté soviétique, la propagande passe précisément par la production des idées par le montage. En confrontant plusieurs images à la suite, on crée un mouvement aberrant dont le choc permet de faire naître des idées dans l'esprit du spectateur. C'est ce qu'on retrouve notamment dans le cinéma de Sergei Eisenstein. Différentes idéologies, différents moyens de propagande et différents types de techniques. Avec l'esthétisation du politique, le fascisme se développe dans l'Europe et dans le monde. L'art industriel est inséparable de sa tendance à la propagande. Alors, d'après Benjamin, la réponse de la gauche au fascisme, c'est la politisation de l'art. Avec la consommation massive de l'art industriel, le seul moyen d'échapper à la propagande, qui empêche le dialogue, est de pouvoir faire renouer le peuple avec le politique, la pensée et le dialogue, en mettant le politique au centre même de la création artistique. Nous pourrions étendre notre analyse de l'art de masse à beaucoup d'autres plateformes, la communication, le jeu vidéo et bien d'autres objets techniques. Je ne peux que vous inviter à vous poser la question. Quand vous êtes face à un objet d'art, qu'est-ce que cet objet veut dire, non pas pour moi, mais pour l'ensemble de la société? À vous de voir. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion.